Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu, juste vous et moi. Hum, Alors, notre ami Shep s'est lancé il y a quelques mois maintenant dans un rétro-open de box. Non, dans un challenge rétro gaming. Que je trouve fort intéressant d'ailleurs, j'ai beaucoup de plaisir à regarder ses vidéos. Et je me suis posé la question, tiens c'est vrai, depuis quand est-ce qu'on a le jeu? Eh bien, figurez-vous que ce jeu est sorti le 1er novembre 2019. Ça va donc bientôt faire 4 ans qu'on joue à ce jeu. Ça m'a mis un gros coup de vieux, je ne vous le fais pas dire. Mais je suppose qu'il y a encore pas mal de nouveaux joueurs qui s'y intéressent et qui commencent. J'en connais d'autres, j'en connais moi-même quelques-uns. Je vais donc vous proposer, en lien avec les vidéos de Shep, de vous faire des vidéos rétro-open de box, c'est-à-dire est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les cartes joueurs qu'on peut acheter dans les paquets préconstruits sont encore intéressantes et suffisamment puissantes pour valoir la peine contre des méchants qui ont eux pris pas mal de level. Ça pourra aussi vous permettre de focuser vos achats sur ce qui vous intéresse particulièrement. Certains paquets étant moins intéressants que d'autres, cela va sans dire. Et surtout pour avoir l'intégrale du jeu, même maintenant, ça représente comme un sacré petit budget. On ne va pas se le cacher. Alors, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la boîte de base. Évidemment, là, vous n'avez pas le choix. Si le jeu si le jeu vous intéresse, vous êtes obligé d'acheter la boîte de base. Vous ne pourrez pas passer à côté parce que c'est là qu'il y a tout le matériel pour jouer. Fondamentalement, on pourrait prendre du matériel à part, sans passer et se démerder pour s'en passer. Mais ce n'est quand même pas conseillé. Elle est plutôt bien foutue. Alors, on ne va pas revenir sur l'analyse en détail de toutes les cartes, surtout des cartes de héros. Sinon, la vidéo va durer 2 heures. On va juste passer un petit peu en revue vite fait ce qu'on a en stock. Alors, nous avions ici le deck de Spider-Man. Un deck plutôt sympathique au demeurant. Typiquement, pour moi, c'est un héros qui a mal vieilli. En termes de défenseur, on a beaucoup mieux depuis. Groot par exemple, si vous voulez jouer un tank, est incontestablement plus fort. Et il a un gros défaut, c'est qu'on nous a sorti toute une série de Spider qui s'appelle les Web Warriors. Et celui-ci n'en fait pas partie. Malheureusement, il n'a pas le trait ni tous les avantages qui vont avec. Bien dommage. Ils ont bien essayé de nous sortir une petite carte en douce pour lui donner le trait. C'est pas intéressant, ça ne sert à rien. Pour le solo, c'est un personnage qui a du mal à contrer. Son préconstruit est assez pauvre à ce niveau là aussi, malheureusement. Voilà, c'est pas un personnage que je conseillerais. Ensuite nous avions tac tactique, on les voit pas bien ici. Captain Marvel. Captain Marvel, pour ceux qui n'auraient pas suivi, a été élu meilleur héros du jeu tout récemment. Enfin, dans le dernier Hero Contest. Ça se justifie. Alors, pas forcément que ce soit la plus puissante, ni la meilleure, c'est une question de goût et de plaisir de jeu. Mais non seulement elle est très puissante, très agréable à jouer, mais elle a reçu des boosts tout au long du jeu, notamment l'archétype Shield. Si vous êtes un fan de Captain Marvel, je ne peux donc que vous conseiller d'investir le plus vite possible dans la boîte des Web Warriors. Le deck de Miles Morales sera fait pour elle, et vous aurez un deck en béton armé. Ensuite, Miss Hulk. Miss Hulk, c'est un personnage qui, ma foi, n'a pas gagné énormément de pièces depuis la boîte de base. On a cet archétype de
d'agressivité qui permet de contrer en utilisant notre attaque. C'est plutôt intéressant. Les nouvelles règles l'ont un peu modifié, lui ont donné 2-3 petits atouts supplémentaires. Encore une fois, il y avait des cartes assez mauvaises dans son kit. Ce sera un héros low tier, mais il est quand même intéressant. Notez qu'il y a quand même 2-3 petites pièces dans les prochaines sorties qui devraient bien lui aller. Si vous suivez les Open the Box, on reviendra sûrement là-dessus. Iron Man. Alors, avec Captain Marvel, c'est incontestablement un des héros qui s'en sort le mieux. Il est très populaire, il est très plaisant à jouer, et surtout, il joue sur les cartes de type tech. Ce qui veut dire que chaque fois qu'une nouvelle carte tech sort, c'est potentiellement une pièce de plus pour Iron Man, ce qui en fait un héros qui sera toujours intéressant à jouer. On pourra lui reprocher qu'il faut rester en alter ego au premier tour, mais si vous arrivez à survivre à ça, vous aurez un deck en acier trempé, comme l'armure d'Iron Man. Blague. Et on termine avec Black Panther, aussi un personnage qui n'a pas brillé récemment avec les dernières sorties. Son deck est très monomaniaque, je pose mes équipements, et juste mes équipements, et je les active avec les Wakanda. On aurait pu aimer avoir des tuteurs pour aller chercher les Wakanda, les remonter dans le deck plus vite. Ici, à part Kalou et Baron Vaudou qui vont nous permettre d'aller chercher ces cartes, c'est pas un héros qui a vraiment pris du level. Il sera toujours possible de faire des choses avec, bien entendu. Pour moi, Spider-Man est encore été moins gâté. Mais ce ne sera pas avec lui que vous irez faire les challenges les plus compliqués. Loin s'en faut. Il était riche. Ça, c'est toujours bon d'être riche. Voilà, maintenant ce qui nous intéresse, c'est les cartes joueurs. Quelles sont les cartes qui sont encore et maintenant présentes dans bon nombre de decks? Hulk. Hulk, je l'aime beaucoup. Encore aujourd'hui, pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs du jeu. Son action est trop aléatoire. Même en buildant, vous avez quand même une chance de voir votre Hulk foutre le camp, voire faire des dégâts à vos personnages et surtout à vos alliés. Par contre, pour un coup de 2, 5 points de vie, ça vous assure à peu de choses près 2 défenses garanties, plus si vous vous amusez à tanker des petits sbires par-ci par-là. Donc toujours une très bonne carte qui rentre facilement dans beaucoup de decks. Tigra, un bon chasseur de sbires. Évidemment, à l'époque d'Ultron, on l'aimait beaucoup. Maintenant, même si celle a la capacité de rester sur table fort longtemps, ce n'est plus un allié qu'on voit souvent dans les decks. Déjà son coup de 3. 3, c'est quand même un coup important, même quand on a du pognon. Il y a moyen toujours de la jouer. Ce sera du low tier, mais c'est plus une grosse carte. Poursuivons-les. Personnellement, je n'ai plus joué cette carte depuis la boîte de base. Déjà, c'est une carte qui ne fonctionne que quand nous avons la capacité de tuer un méchant, un sbire. Donc, très conditionnel, trop pour être joué. Maintenant, l'agressivité a d'autres possibilités plus intéressantes pour faire le café. Maintenant, si vous avez une collection réduite, encore une fois, c'est une carte qui peut s'envisager. L'assaut implacable, ma foi, c'est une carte qui se joue toujours. 2 pour 5 dégâts, ne peut cibler que les sbires, mais avec le bon goût d'avoir le déferlement. Sachant qu'on a eu un générateur de ressources en agressivité qui produit des coups de poing, c'est toujours intéressant à jouer, d'autant que plusieurs personnages maintenant jouent sur le déferlement. Notamment Rocket Raccoon lui-même. L'Upercute, déjà à l'époque, c'était mauvais. 3 pour 5, c'est trop cher. C'est encore pire maintenant. À une exception près. Si vous jouez la carte technique éprouvée, honnête technique en anglais, il y a moyen, en payant 3, dont un bleu,
que cette carte fasse 8 dégâts. Ce qui revient à lancer le coup de pied en balancier de Spider-Man. À ce moment-là, ça peut rentrer. Mais encore, pourquoi mettrais-je l'uppercut alors que je peux mettre un coup de pied tombé par exemple? Les ressources doubles sont toujours bonnes à prendre, encore maintenant. 2 ressources. On a eu beaucoup de cartes de ressources qui font une ressource plus un effet. J'ai toujours de l'affect pour un bon vieux double ressource, simple et efficace. Ça rentrera toujours dans beaucoup de decks. Équipe tactique. Beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Déjà à l'époque, ça ne sortait pas beaucoup. Maintenant, cette carte ne sort plus du tout. Pour aucune raison. C'est mauvais. L'entraînement au combat. Une valeur sûre. Plusieurs en attaque. Ça permet de vous renforcer. Ça reste sur table. En x1 dans les decks rouges. Ça peut toujours s'envisager. Sauf si vraiment la place vous manque. Daredevil. Très bon allié à l'époque. Lui aussi, on ne le voit plus beaucoup, malheureusement. Déjà, le coup de 4. Le coup de 4, c'est cher. C'est très cher. Quand c'est un manoir qui reste sur table toute la partie, je veux bien. Un allié reste rarement sur table toute la partie. Même si on peut passer son temps à les soigner, il reste acceptable. Il fait son travail en mettant un peu de dégâts au passage en plus. C'est pas mauvais. Mais, maintenant, en tout cas dans mon style de jeu, je préfère des petits alliés que des gros tons. En tout cas, lui n'a pas la valeur que j'attends de mettre un allié. Pareil pour Jessica Jones. Elle aura le bon goût d'amener 2 d'attaque en justice. Mais on ne la voit plus beaucoup non plus. Trop circonstancielle. Même si on peut encore éventuellement builder autour. En plus, je ne sais, elle n'avait pas le trait shield, hein, celle-là, donc même pas intéressant dans l'archétype. Pour la justice, ça c'est toujours une carte. Quand je joue justice, c'est presque un auto-include. Pour 2, je compterai 3, éventuellement 4. Pareil que tout à l'heure, on a maintenant un générateur de ressources qui permet d'avoir des ressources mentales en justice. Donc 4 de compte pour 2 garantis. Une bonne valeur sûre qui pourra encore aller facilement dans tous vos decks. De grandes responsabilités, subir des dégâts à la place de menaces. Alors certes ça peut vous sauver la vie, mais ce n'était déjà pas très bon. Ça l'est encore moins maintenant. Passez votre chemin. Le pouvoir de la justice, même chose que tout à l'heure. La ressource double, c'est toujours bon à prendre. À condition, bien sûr, d'avoir suffisamment de cartes qui en ont besoin. Ce n'est pas foncièrement de l'auto-include. La salle d'interrogatoire. Pareil, je ne la joue plus. Cette carte a un gros problème, c'est qu'elle est maximum 1 par joueur, mais qu'on ne peut pas la jouer chez les autres joueurs. Rien que ça aurait changé l'intérêt de la carte. Beaucoup de cartes maintenant, si vous regardez les cartes récentes sorties, peuvent être joués chez les autres pour leur faire bénéficier de leurs effets, voire activés par eux. Ici, ce n'est pas le cas. Il y a encore un intérêt à cette carte, c'est qu'elle ne coûte que 1. Si vous voulez jouer du deck thinning, c'est-à-dire l'art de faire descendre la taille de votre deck au maximum, ça se pose facilement, vous en êtes débarrassé, votre deck est plus petit, et donc les chances de toucher des grosses cartes augmentent. Mais voilà, c'est vraiment le seul intérêt de cette carte de nos jours. J'aurais presque pu dire pareil pour l'équipe de surveillance. Parce qu'ici, payer 2 pour contrer 3 fois 1, c'était pas ouf. Mais, il y a le trait shield. Et le trait shield a complètement sorti cette carte des classeurs quand l'archétype shield est sorti avec Miles Morales. Déjà parce qu'on a un personnage qui vous permet de les faire arriver en jeu gratuitement, de leur rajouter des charges, et ensuite parce que vous allez pouvoir utiliser vos cartes shield en les inclinant pour déclencher d'autres effets autrement plus puissants. Donc on a une carte qui va rester sur table et déclencher des effets, et éventuellement de temps en temps contrer un de menace quand le besoin s'en fera ressentir. Hors shield, c'est de la merde. Dans le shield, ça se joue. Instinct héroïque, c'est toujours intéressant aussi, une amélioration de stats.
Même chose que pour l'entraînement au combat. En général, quand il y a de la place, en x1 et dans tout deck justice qui se respecte, ça fait plaisir. Sauf éventuellement si votre personnage a déjà des stats de contre, toutes nulles, et compte sur autre chose que sur ses stats de base. Hawk Eyes, l'allié. Bon, il est pas mauvais à Hawk Eyes. Il rentre toujours. Son petit effet comme ça de mettre des petits taquets sur les sbires quand ils apparaissent est intéressant, d'autant que ça peut servir à les tuer avant qu'ils n'aient le temps d'agir. Pas un auto-include, mais un allié qui peut toujours faire ses preuves. Maria Hill. Ah, ben, encore une des meilleures cartes du paquet. Elle a le trait shield, pourquoi pas. Le shield est plutôt orienté justice, mais en commandement, on a 2-3 pièces aussi intéressantes. Elle fait piocher, et elle fait piocher toute la carte, tout le monde. Déjà, ça veut dire que virtuellement, elle vous coûte 1, et payer 1 pour un allié qui comptera 2, qui va défendre derrière, c'est imbattable comme rapport coût-stat, on peut pas faire mieux. Donc c'est très fort, et plus vous êtes nombreux, plus elle sera puissante, plus elle sera appréciée par vos copains. Est-ce que ce serait si je devais choisir la meilleure carte joueur du paquet, ce serait peut-être bien elle qui gagne. Oh oui. Vision, c'est de la bouse. C'est de la bouse, je l'ai jamais aimé. Il coûte 4, c'est beaucoup trop cher. Et puis derrière, ok, il peut faire des gros tours, mais il faut encore payer. C'est-à-dire que si je veux qu'il soit efficace d'entrée de jeu, je dois payer 4, poser vision, repayer 1 derrière. Si j'ai pas de ressources doubles, il me faut 6 cartes en main. Tralala youpi. Non, c'est mauvais, c'est mauvais, c'est mauvais, ça ne se joue plus. Et surtout, ça fait partie de ces alliés que je me méfie parce qu'ils ont déjà leur personnage en fait. Un allié qui a un héros du même nom sera toujours désavantagé à mon sens. Se préparer, gratuit, redresser un allié. Faut un plan, mais ça se joue. Pas un auto-include, ça ne rentrera pas dans tous les decks, mais quand vous construisez autour des alliés, c'est un peu le but aussi du commandement, c'est une carte qui peut s'envisager. Commander en première ligne, à l'époque, c'était fort bien. Maintenant, on n'a plus la place. On n'a plus la place. Si vous avez une collection limitée, ça peut toujours se jouer. C'est pas mauvais, mais vous aurez beaucoup mieux à jouer. Appel de détresse, ressusciter un allié, encore une carte que je joue dans énormément de decks. Le commandement aime ses alliés, donc vous avez envie d'avoir toujours une petite solution à ramener. Sachant que, encore une fois, en multi, cette carte est plus forte, vu qu'elle vous permet d'aller chercher les alliés des copains. Ce qui peut donner lieu à des combos plutôt intéressants. Ressources doubles, même explication, toujours bon à prendre, tant qu'on peut se le permettre. Le Triskelion, c'est du shield. Ça rentre pas forcément dans l'archétype shield, mais ça fait plaisir. Un allié en plus, toujours bon à prendre. Ça rentre pas partout. Il a le bon goût d'être neutre. En général, on a toujours une carte typée archétype qui va permettre d'avoir un allié en plus. La tour des Avengers, Nowhere, Utopia pour les X-Men. Celle-ci, vous jouez beaucoup d'alliés. En x1, c'est pas cher. Ça peut s'envisager. Pas un auto-include, mais une bonne carte. Et le motiver, ça renforce un allié. C'était la seule amélioration qu'on avait à l'époque. Ça ne se joue que si vous avez envie de garder vos alliés à table. Donc pas de base, mais une bonne carte. Franchement, +1/+1, c'est intéressant. On va dire que si vous jouez les X-Men, par contre, il y a mieux. En X-Men, vous pourrez les améliorations d'alliés X-Men sont beaucoup plus puissantes que celles-ci. Pour la simple et bonne raison qu'elles donnent aussi des points de vie en plus des stats. Mais sans ça, c'est une bonne carte. Black Widow, une bonne solution de contre en protection, mais elle souffre de ses 2 points de vie. Un 3e aurait été fort appréciable, d'autant que son pouvoir est aussi intéressant. Il permet de changer les cartes qui ne vous arrangent pas, mais il faut payer. Donc ça prend de la place,
ça implique de lui filer du pognon pour qu'elle travaille. Ça coûte 3 mètres en jeu. Elle a les traits espion et shield, qui en protection ne servent à rien. Elle souffre de la présence du personnage, du héros Black Widow. Je ne la joue plus. Je ne la joue plus, ça ne sert à rien, je ne l'aime pas. Beaucoup trop situationnel. Alors oui, il y a des moments où ça va vous sauver la peau si vous la jouez. Donc pourquoi pas si vous aimez ce genre de jeu. Je trouve qu'on en a franchement plus besoin de nos jours. Luke Cage, de tous les gros alliés qu'on a dans cette boîte, c'est peut-être celui qui s'en sort encore le mieux. Débarquer avec un tenace, c'est vous garantir une défense absolue contre n'importe quel vilain du jeu. À part, évidemment, un Renan avec son marteau désagréable qui fait du perçant pour un oui, pour un non. On se comprend. Mais au moins, on a 2 d'attaque, 5 points de vie. Ça veut dire que pour 4, vous allez tanker une grosse attaque, mettre potentiellement 10 dégâts. C'est quand même un rapport coût-stat vachement intéressant. Si on compte... Tiens, comparons un peu avec Vision, si je veux passer mon temps. Où es-tu, monsieur Vision? Donc, un Vision boosté va me faire des attaques à 4. Donc, je vais pouvoir faire 12 dégâts avec un Vision qui m'aura coûté en tout 7 ressources. Quand je vais... à condition d'attaquer tout le temps. Alors que Luke Cage, lui, c'est 10 dégâts potentiellement garantis. Donc 2 dégâts de moins, mais une défense absolue. Et il me coûte que 4. Vision coûtera 7. Pour moi, il n'y a pas photo. Luke Cage est beaucoup plus puissant que Vision. Et avec ses 5 points de vie, si on peut s'arranger pour construire dessus, ça peut valoir la peine. Vous avez un copain qui vous met un petit... où qu'il est celui-là maintenant? Un petit motivé sur un Luke Cage. Ça peut toujours se jouer. Après, il faut payer les 4. Toujours un problème. J'aime pas trop. Mais, à choisir, c'est le meilleur des gros tontons. Enfin, sauf l'ultime gros tonton. Mais on y revient. Contre-attaque au point. Une carte de passif agressif. Je me défends et je mets des mandales. Ce qui est très bien, c'est qu'à l'époque, pour défendre, il fallait forcément s'incliner. Maintenant, défendre, ça veut dire jouer un événement de défense. Enfin, jouer un truc de défense. Pas forcément un événement, encore une fois. Donc, ça rend cette carte plus intéressante. Maintenant, c'est pas foncièrement ce que je voudrais le plus quand je joue en protection. Dans un Drax, c'est complètement roleplay. En général, j'aime bien. Encore faut-il avoir défendu. Rester derrière moi, un contre-sort au prix d'une attaque du méchant. À l'époque, je le jouais. C'était toujours intéressant d'avoir du contre en plus. Maintenant, je ne la joue plus. On va être honnête, ça ne sort plus jamais. J'ai d'autres solutions dans mes decks, même si j'avoue que le contre, ça reste toujours intéressant. Le prix de se faire attaquer est beaucoup trop élevé, surtout contre les méchants un peu violents. Ressources doubles, toujours bon à prendre. Équipe médicale. Ah, c'est une carte que j'envisage encore. Honnêtement, de toutes les... Encore une fois, on a plein de soutiens ici qui coûtent 3. Celui-ci, ma foi, est plutôt sympathique. Déjà parce que du soin, c'est toujours sympathique, c'est toujours bon, ça peut vous sauver. Mais ça soigne n'importe quel personnage. Et ça, c'est très fort pour soigner des alliés et les maintenir en vie aussi. Donc, son prix va m'empêcher de la mettre en x3. Mais en général... J'aime bien au moins en x1 quand j'ai la place dans un deck protection. Étant très joueur multi, ça fera toujours au moins plaisir à quelqu'un. La veste blindée. Amélioration de stats, on aime bien. Mais attention, ici, stat de def. La def sera la seule stat qui ne vous fera fondamentalement jamais gagner, juste pas perdre. Donc, moins intéressant que les autres, mais moins cher. Ça ne coûte que 1. Donc, si défendre vous intéresse, et que vous avez une stat de défense déjà potable, là, venez pas défendre avec du 1, c'est pourri. La veste blindée s'envisage et va participer au deck thinning. Inébranlable, on paye 1, on le pose sur table. Quand ça nous arrange, on le craque pour se redresser. Honnêtement, ça ne vaut plus le coup. On a
plein de solutions, surtout en protection, pour se redresser après avoir défendu. Vous n'avez pas besoin de payer 1 pour ça. Si vraiment, encore une fois, collection limitée, c'est une carte qui a le bon goût de sortir de votre deck tant que vous ne l'utilisez pas, pourquoi pas. Mockingbird, très très bonne carte au début du corset. La preuve, Shep le met dans tous ses decks. Maintenant, on ne la voit plus non plus. Elle a le trait shield. En shield, ça peut toujours être intéressant. Ses stats sont assez moyennes pour un héros, pour un personnage qui coûte 3. En même temps, elle est neutre, c'est normal. Maintenant, le sonnet qui était son gros avantage, on a énormément de solutions de contrôle. On n'a plus besoin d'elle, malheureusement. On a trouvé mieux depuis longtemps. Nick Fury. Ah, bah déjà le shield. Et le shield, ben, c'est fort. Donc, dans un deck shield qui se respecte, on verra Nick Fury. Il est toujours cher, comme je l'ai dit, coup de 4, mais le pioche de 3 cartes le rend extrêmement intéressant pour faire tourner votre deck. Oh, pareil, c'était un auto-include et ça l'a resté très longtemps. Ce n'est plus du tout le cas, ce n'est plus un auto-include. Mais, en vrai, on aurait tort de se priver d'en mettre un dans un deck, par-ci par-là. Si en plus vous avez un deck qui a naturellement du pognon, c'est toujours bon à prendre. Urgence. Diminuer la menace sur la manigance principale. Ben c'est naze. C'est naze, une carte qui ne sert qu'à ça. C'était déjà pas bon à l'époque, c'est encore plus mauvais maintenant. Je vois vraiment pas pourquoi on voudrait jouer cette carte-là. À part vraiment, si vraiment vous voulez vous amuser avec Gwen Stacy, Ghost Spider, c'est vraiment la seule où je pourrais l'envisager. Mais même comme ça, non, c'est mauvais, c'est mauvais. Ça prend une place. Et maintenant, la place, c'est cher. Premier soin, c'est pareil. Si vraiment vous jouez des alliés, que vous voulez tenir en vie, mais... On a mieux maintenant, on a beaucoup mieux. De toute façon... Moi, j'aime pas mettre des gros alliés, je préfère faire des petits, m'en servir pour me défendre. Je préfère swarmer que rester en jeu, donc c'est plus une carte que je joue beaucoup. C'est pas mauvais, notez bien. Oui. Et si vous comptez sur ça pour soigner votre personnage, là c'est encore moins intéressant, on a beaucoup mieux maintenant. Haymaker, pareil. À l'époque du corset, 2 pour 3 dégâts, ça rentrait bien, ça amenait du punch un peu partout. On n'a plus la place. Maintenant, toutes les SP ont des sorts suffisamment puissants pour aller chercher du dégât. Plus besoin de ça. Énergie, génie et force, tellement incontournables qu'ils ont changé d'illustration dans les dernières éditions. On peut quand même difficilement s'en passer, même maintenant. De la double ressource, c'est toujours très très bon. Le manoir, souvent aussi. À l'époque, on en mettait partout. On ne le voit plus beaucoup, parce que c'est cher. Maintenant, dans les héros qui ont du pognon, dans les plus récents, Star-Lord, Rocket Raccoon, qu'est-ce qui est sorti récemment avec beaucoup de thunes chez les X-Men, dans un Gambit par exemple. Gambit a aussi de la double ressource. Donc ça c'est encore une carte qui rentre par-ci par-là. Pareil pour l'héliporteur, pas ma préférée. On a beaucoup maintenant de machines qui vont fournir des ressources libres, qui ont c'est beaucoup plus intéressant évidemment. Celle-ci a le bon goût de ne pas être unique, donc tout le monde peut en avoir à table. Ça aide les copains, toujours plaisant en multi. Pourquoi pas en x1, mais jamais plus. Persévérance, cette carte est nulle. C'est beaucoup trop cher pour ce que ça fait. Faut poser 2, la mettre sur table, elle ne fera absolument rien. Et ensuite payer un coup de poing. Je n'ai jamais joué cette carte à l'époque. Et honnêtement, je pensais ne jamais la jouer. Et puis on m'a sorti Vif Argent. Vif Argent qui peut devenir un monstre absolu et qui se détape tout le temps. Et qui génère des coups de poing. Chaque fois qu'il se détape. Donc oui, dans Vif Argent, ça se joue, mais c'est vraiment le seul deck qui va aimer cette carte.
Voilà, on a fait le tour de la boîte de base. Les méchants, est-ce que ça vaut la peine de parler des méchants? Ouais, le Rhino, c'est le crash test par excellence. Il est toujours... il est facile, il n'apporte pas grand-chose. Celui de la boîte de base qui est le moins intéressant. Claw, par contre, est un très bon crash test encore aujourd'hui. Vous achetez un deck préconstruit, vous voulez voir ce qu'il a dans le ventre. Un bon petit Claw saura permettre de tester le deck assez facilement. C'est peut-être mon préféré de la boîte de base. Ultron. Où qu'il est passé celui-là? Ultron. C'était un bon petit challenge à l'époque. Il a un peu diminué maintenant. Hein. On a plein de solutions pour lutter contre lui. Mais ce qui m'énerve, c'est cette mécanique de prendre des cartes de mon deck et de les foutre en dessous en tant que drone. C'est complètement aléatoire, ça peut ruiner des stratégies en chopant vos pièces maîtresses avant même que vous ne les attrapiez, puisque je rappelle, la mise en place du méchant se fait avant la mise en place des gentils. Donc il peut très bien, sur un malentendu, choper Mjolnir, choper le bouclier de Captain America, choper une arme de Venom, enfin toutes des trucs qui vont foutre la merde juste pour rien en fait, parce que c'est très aléatoire. Donc, pas le méchant qui a le mieux vieilli à mon goût. Voilà. Comme précisé tout à l'heure, c'est peut-être la plus longue des vidéos et la moins intéressante, puisque celle-là, vous ne pourrez pas y couper. J'espère notamment que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez la suite, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. Ici, mon objectif, ça va être de rattraper Shep qui, au jour d'aujourd'hui, est joue avec Thor. Et une fois que je l'aurai rattrapé, je me calerai sur son rythme pour avoir l'analyse en direct du personnage qu'il utilisera. Ce sera, ma foi, fort thématique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir de voir que la chaîne continue, puisque nous étions là. Enfin, je dis nous, mais moi je n'y étais pas. Dès la sortie du jeu. Donc c'est quand même une chaîne qui va aussi sur ses 4 ans, qui a dépassé les 2000 abonnés. C'est quand même la grande classe, surtout pour une chaîne ultra spécialisée comme celle-ci. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine!